Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Eh bien, si j'avais su. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va, Cécile. Et vous savez, j'ai cogité toute la nuit. Ah bon? Ah oui. En voyant la retraite ou la quasi-retraite de Raphaël Nadal, je me suis dit qu'en plus, en voyant le plateau d'aujourd'hui, on avait quelque part, bon, la plus à gauche, c'est Françoise de Gouin, Nadal, la gauchère. Il est vraiment, il renvoie tout avec beaucoup de dureté, mais avec de la classe. C'est un peu Djokovic. Philippe Bilger. Oui. Et vous, François de Rugy, vous seriez un peu Federer avec le côté. Federer, je m'en fous, moi, de Nadal. Mais il est gaucher. Non, c'est pas vrai. Et moi, je suis quoi? Je suis la ramasseuse de balles? Non, mais vous et moi, nous sommes, je sais pas, vous êtes Chris Evert. Chris Evert, là, vous étiez pas fan de Chris Evert? Magnifique, Chris Evert, le plus beau tennis féminin, franchement. Ça me va bien. Le beau Navratilova. Navratilova, sublime aussi. Chris Evert qui a gagné son premier grand chelem il y a 50 ans cette année à Roland-Garros. Ah oui, d'accord, donc d'accord, ok. Je vois le lien, ok. Je vois bien André Agassi, vous. Donc je ressemble à Chris Evert aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire? Oui, à Chris Evert il y a 50 ans. Eh ben, dis donc, elle avait 18 ans. Je pensais qu'on avait des amis. Bah écoutez, ça démarre mal cette émission. On vous souhaite la bienvenue 0826 300 300. Oui, c'est ça. Mais je vais vous mettre des reverbs, ça va vous détendre. Allez, bienvenue à tous. Plus sérieusement, le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Les sondages se suivent et se ressemblent sur un point. La liste RN de Jordan Bardella fait la course en tête, loin devant toutes les autres depuis le début de cette campagne des européennes. Le Rassemblement national a même continué sa progression dans les intentions de vote ces dernières semaines, atteignant aujourd'hui jusqu'à 34% de notre Euro-rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Alors parlons vrai. Est-ce que la nouvelle montée de Bardella ne montre pas la déconnexion entre les médias et les Français, puisque les médias disaient que Attal l'avait pulvérisé lors du dernier débat, alors que c'est ce que disaient les médias, alors que 51% des Français disaient le contraire dans un sondage. Est-il en train d'achever la dédiabolisation du RN, qui passe dans plusieurs sondages pour la première fois la crête d'un tiers de l'électorat? Est-ce qu'il devient un candidat plausible pour 2027? Et à cette question, Bardella a-t-il déjà gagné les européennes? Vous dites oui à 71%. Vous voulez réagir? Aude vous attend à 100% au 0826 300 300. Et pour en parler, Frédéric Dabi sera avec nous, directeur général de l'IFOP. Et puis, 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Une délégation de magistrats mexicains en visite à Paris sur le trafic de drogue, en appelant à prendre des mesures fortes contre le narco-banditisme en France. Une note confidentielle de la police judiciaire révèle que les similitudes entre les nouveaux criminels et les tueurs à gages du cartel latino-américain qui ont fait, je rappelle, 450 000 morts en 20 ans. Alors parlons vrai, est-ce qu'à défaut de narco-État, certains quartiers ou certaines villes ne seraient pas devenus des narco-quartiers ou des narco-villes? Est-ce qu'en parlant de mesures fortes comme les magistrats mexicains, est-ce qu'il ne faudrait pas des mesures beaucoup plus dures comme le fait le président salvadorien Bukele, qui en 5 ans a fait passer son pays de pays le plus dangereux du monde en second pays le plus sûr du continent américain derrière le Canada? Est-ce que notre état de droit nous empêche de lutter contre des gens sans foi ni loi? Comme le disent les magistrats mexicains, la France est-elle en train de devenir un narco-État? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parlera avec Rudy Mana qui sera avec nous en studio, porte-parole du syndicat Alliance Police. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir, cher ami. Vous allez bien? Je vais bien, avant le débat Françoise de Gouin, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Charles-François. J'aime beaucoup ce petit sujet sur le narcotrafic. Ça va être intéressant. Et François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il continue à travailler. Et aujourd'hui, consultant. Et on est ravis de l'accueillir. Ça va, monsieur le président? Ça va très bien, voilà, madame la présidente. Vous êtes beau Madame et bien habillé, monsieur le ministre. Voilà. Il y a que des présidents, être le président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gouin, on est les manants. Non, moi je suis présidente du monde en fait. Si vous voulez, j'ai pas besoin de le préciser sur ma carte de visite. C'est bon. D'accord, c'est vrai. C'est moi, vous êtes ma vice-présidente. C'est ça, mais moi ça me va très bien. Bah écoutez, si tout le monde est content, on y va, on est content. Et voilà, et puis on embrasse notre nouveau réalisateur, Julien, qui est avec nous. On lui fait des bisous. Vous embrassez, c'est bien. J'embrosse. Vous embrassez ou vous embrochez? Parce que je parle un peu picor, c'est pour ça que je le dis. Allez, 0826 300 300, Frédéric d'Arcachon est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tous. On parle de quoi avec vous, mon cher Frédéric?
On va parler je dirais, de cette transformation un peu de ces élections européennes en véritablement consolidation du régime de Monsieur Macron. Parce que je crois qu'on mélange un peu tout. Et on va en parler. Je crois qu'on est en train de refaire là des élections internes. Hein. Bon, bougez pas, Frédéric. Merci. En attendant, le 0826 300 300, c'est notre répondeur. Bonjour, Jean-Christophe de Perpignan. J'aimerais que vous mettiez l'accent sur cette incohérence qui consiste à baisser les allocations chômage à partir du moment où il y a moins de chômeurs. Donc j'ai compris que moins il y avait de chômeurs, plus on baissait les allocations. Ça me semble complètement incohérent. On peut considérer quand même que moins il y a de chômeurs, plus ces gens-là, ceux qui sont au chômage, sont sincères. Et on va leur baisser les allocations. Je trouve ça d'une incohérence totale, comme à peu près tout ce que fait notre gouvernement dans ce domaine. Voilà, merci. C'était un débat du jour hier soir dans Les Vraies Voix. Vrai sujet. On démarre très fort dans la nuance, c'est formidable, mais je crois que ce que dénonce notre auditeur, les économistes me diront le terme technique qui veut que on prenne des mesures dures dans les situations. C'est ce qu'on appelle les décisions cycliques, en fait. Voilà. Donc, mais il y a même un autre nom. Moi, je suis assez d'accord. Il m'aurait donné l'impression d'être un spécialiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Là, non. Mais ils vont à l'inverse, en plus de ce qu'Olivier Dussopt avait promis. C'est-à-dire, quand ça va mieux, on desserre un peu. Quand ça va plus mal, on resserre. Là, ça ne va pas mieux et on resserre. C'est vraiment, honnêtement, on va pas refaire ça parce qu'on va en parler très longtemps. Puis on a fait le débat hier. Oui, on a fait le débat. C'est une réforme tout à fait honteuse. C'est une réforme honteuse parce qu'elle est budgétaire, elle est faite pour gagner de l'argent. On n'a pas beaucoup de temps, les amis. On a juste une situation qui, elle, perdure, qui est que les employeurs, les entreprises qui veulent embaucher ont toujours autant de mal à embaucher et à garder leurs salariés. Donc c'est qu'il y a quand même un petit sujet sur les indemnités chômage parce que les personnes qui se permettent de quitter un boulot au bout d'un mois, 2 mois et de dire moi si j'ai envie de pas travailler pendant 1 mois ou 2 mois je le fais, c'est parce qu'il y a les allocations chômage quand même très généreuses en France. François, pardon, mais tous les économistes ont démontré, j'ai écouté Maryse Léon, la patronne de la CFDT, mais qui est excellente puisqu'elle travaille avec l'UNEDIC et il me semble qu'on peut pas juger mieux que l'UNEDIC. Aucune de ces mesures de restriction ou d'augmentation n'a jamais fait baisser le chômage. On va être en retard. Pardon. Merci beaucoup Françoise. Frédéric d'Arcachon qui est avec nous et vous dites arrêtons de faire ces élections européennes des élections nationales. Frédéric, on vous écoute. Merci. Écoutez, je commence depuis le temps, que les médias un petit peu nous chatouillent avec ça, si on peut dire. Je trouve ça vraiment navrant. Alors, quand on voit quand même les deux responsables de l'exécutif, à savoir le chef du gouvernement et le président de la République, qui va quémander un interview à Marine Le Pen. Et l'autre, écoutez, franchement, on est où? C'est un débat on est où? Est-ce qu'on parle de l'Europe? Je vois vraiment pas ce que c'est cette position de nos dirigeants au plus haut niveau. On mélange pas les choses. Enfin, on va faire réagir. Frédéric, bougez pas. Ils ont vraiment peur. Hein. Frédéric, on va faire réagir, si vous le permettez, cette sensation de ne jamais parler d'Europe. N'ayant pas la maturité politique de notre auditeur, moi je suis ravi que ces élections européennes, dont on parle tout de même un petit peu, aient une incidence forte sur la politique nationale. Je trouve ça injuste parce que hier, par exemple, le débat était de très grande qualité. On n'a parlé que d'Europe et c'était un très bon niveau d'ailleurs de l'ensemble des candidats. Et mais il a raison. Jusqu'ici, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vrai. Tous les débats, en tout cas télé, radio qui ont eu lieu, on a parlé d'Europe, on a parlé des dossiers. Et par ailleurs, il y a une appétence très forte. Je vous rappelle que on est à 48% de souhait de participation, alors qu'on était à 44% en 2019 à la même période. Donc ça veut dire que les gens sont très. On entend vite. Allez, François de Rugy. Surtout, je trouve ça injuste par rapport au débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Moi, je l'ai regardé. On a parlé d'Europe d'un bout à l'autre. Les questions portaient sur les positions européennes de Jordan Bardella, leader du Rassemblement national, de Gabriel Attal, chef du gouvernement. Par ailleurs, un chef du gouvernement en France ou un président de la République, s'il s'intéresse pas à l'Europe, il fait pas son job. Oui, mais sauf que ça tourne autour de 2 partis, parce que c'est vrai que les OIA 38 listes, ça marche pas. Non, ça je pense que c'est très injuste ce que dit notre auditeur. Peut-être qu'il n'a pas regardé ce débat d'ailleurs. Et par ailleurs,
Et les uns et les autres essayent parfois de ramener à la politique nationale quand ils pensent que c'est leur intérêt. Et les oppositions, mais c'est classique, à chaque élection européenne, disent bon, vous êtes mécontents du gouvernement en place, allez-y, défoulez-vous, votez pour une liste d'opposition qui conteste la politique du gouvernement en place. Vous venez de dire que Frédéric était injuste, il va vous pilonner au qui c'est qui qu'il a dit. Moi, je voulais qu'il nous envoie un peu du soleil d'Arcachon, parce qu'il y a du soleil là-bas, alors qu'il pleut depuis des mois. Frédéric, vous restez avec nous, vous réagissez bien entendu quand vous voulez, vous jouerez avec nous dans quelques minutes, le réquisitoire du procureur dans un instant, et Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu, et on va parler de quoi avec vous, mon cher procureur? On va parler des intentions de vote qui sont toujours en faveur de Jordan Bardella. Allez, on en parle dans un instant, vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, soyez les bienvenus. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, comme tous les jours du lundi au vendredi, de 17h à 19h, bien entendu, avec Philippe David. Ça va toujours très bien, et vous? Je vous ai rien demandé. Oh bon. vous avez parlé au charcutier, pas à l'andouille, c'est ça? Mon Dieu, pourquoi est-elle si méchante? Allez. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petite? Minibus, racontez-nous. Je sais pas. Je vous expliquais. Elle a été en couveuse, mais elle a été branchée en 380 volts au lieu de 230. Non. Alors parfois. Elle était en couveuse, mais ils l'ont fait tomber. Philippe Bilger est avec nous. Françoise Degois et... Tu vois déjà les énergies renouvelables. Et François de Rugy est avec nous. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? De cette séance interrompue tout à l'heure à l'Assemblée nationale, un député LFI a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège officialisent la reconnaissance d'un État palestinien comme promis. Ça plaît pas du tout au gouvernement israélien. Et puis le Vatican s'excuse pour un très gros mot homophobe utilisé en italien par le pape François. En 3 mots, ça donne drapeau, État et frocciagine. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur la détestation de l'Europe de Bruxelles que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, en fait, en plus de la détestation de l'Europe de Bruxelles, il me semble que le caractère dominant depuis longtemps de Jordan Bardella dans les intentions de vote s'explique en grande partie par l'hostilité systématique d'une majorité de Français qui sont pris dans ces sondages à l'égard du président de la République et même de Gabriel Attal. En réalité, je suis frappé de voir à quel point les interventions présidentielles et du Premier ministre semblent contre-productives, comme si il y avait quelque chose qui empêche le couple exécutif de convaincre de sa qualité dans le débat européen. Françoise. Oui, moi je pense que ce qui va sur, on en parlera tout à l'heure avec Frédéric Dabi, mais la réalité, et malheureusement pour nous, c'est que c'est pas une détestation. Il y a bien sûr tout ça dans le vote pour Jordan Bardella, mais c'est aussi, vous le regarderez, un vote d'adhésion. C'est-à-dire que Bardella maintenant, il arrive à séduire des gens qui sont en fait assez sensibles quand même à l'aventure européenne, notamment des cadres sud. François Drogy. Oui, le problème de faire des analyses électorales avant que les élections aient eu lieu, bon, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est le moteur du vote pour Bardella? Est-ce que c'est la sanction contre, en effet, Emmanuel Macron, son gouvernement? Est-ce que c'est la position par rapport à l'Europe? Est-ce que c'est l'immigration? Voilà, il y a sans doute plusieurs raisons et il y a une dynamique électorale pour lui. Au contraire, il semble y avoir une dynamique un peu descendante, on va dire, pour la liste de la majorité, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, quand même pour les partis au pouvoir, qui souvent, au moment des élections européennes, s'effritent. Moi, je pense qu'il faut attendre encore 15 jours pour faire les analyses. Allez, on verra tout de suite. Le 9 juin, quoi. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont drapeau, État et frocciagine. Séance interrompue à l'Assemblée nationale où Sébastien Delogu de la France Insoumise a brandi un drapeau palestinien. Pendant ce temps, comme promis, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent officiellement désormais l'État palestinien et s'attire les foudres des autorités israéliennes. Et puis le pape François présente ses excuses pour des propos tenus lors d'une réunion. Il avait demandé aux évêques de faire attention, les séminaires étant selon lui trop remplis de frocciagine et un très gros mot pour désigner en italien les homosexuels. Les vraies voix Sud Radio.
Le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, était en train de s'exprimer lorsqu'un drapeau palestinien est apparu dans les travées de l'Assemblée nationale cet après-midi, brandi par le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. La France va continuer, madame, la France... Incident de séance qui s'est poursuivi en dehors de l'hémicycle devant les caméras de la chaîne parlementaire lorsqu'un autre député de la France Insoumise, David Guiraud, a été interrompu en direct par le député apparenté LR des Français de l'étranger et notamment d'Israël, Meyer Habib. Comment vous leur donnez la parole? Toi, à qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas levé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Vous serez poursuivi en justice, monsieur. Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Le député LFI du Nord, David Guiraud, devant les caméras de LCP tout à l'heure lors de son altercation, donc avec Meyer Habib. Une réaction, Philippe Bilger, forcément. C'est lamentable. Au-delà pardon, je laissais la place à mes amis, mais je suis effaré. Chaque jour emporte son lot d'ignominie verbale. François de Rugy, vous qui avez été président de l'Assemblée nationale, vous auriez imaginé ça, port, etc., entre deux députés, pas du même bord, soit, mais c'était inimaginable il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a toujours eu quand même des échanges, parfois d'insultes, parfois des gestes, y compris des députés qui en venaient aux mains. Rarement, heureusement, il y a eu des poursuites dans les couloirs de l'Assemblée contre un président de l'Assemblée nationale. C'était pas moi, mais c'était Bernard Accoyer entre 2007 et 2012. Donc, il y a toujours eu malheureusement des poussées de fièvre à l'Assemblée nationale. Ce que je constate de l'extérieur, maintenant que je ne suis plus député, c'est que là, il y a une très très nette dégradation parce qu'on a l'impression quasiment tous les jours, quasiment à chaque séance. Et je pense qu'un certain nombre de députés sont devenus des professionnels du clash, sont devenus des professionnels de l'incident, de séance ou de la provocation parce qu'ils, d'abord peut-être c'est leur nature, mais en plus ils pensent que ça va faire le buzz médiatique, que ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux et que c'est ça qu'ils recherchent. Et ça c'est très grave parce que ça veut dire que c'est l'institution même, Assemblée nationale, Assemblée qui représente le peuple français, qui prend des décisions au nom du peuple français après avoir débattu, mais qui vote en conscience, qui est en train évidemment de se déliter. Oui, ces drapeaux, c'est l'habituel chez la France Insoumise. Non, moi je suis très heurté par David Guiraud. C'est impossible de traiter un député. On connaît tous les excès de Meyer Habib, mais que dire des excès de David Guiraud? David Guiraud, depuis le 7 octobre, raconte n'importe quoi. Il est dans une haine antisioniste et à la limite, je veux pas dire parce que je veux pas sonder les cœurs et les reins et c'est très dur de porter des accusations d'antisémitisme contre quelqu'un. Mais David Guiraud souffle la haine du matin au soir sur son réseau social avec Thomas Porte, avec Erzilia Soudé et avec Sébastien Delogu. Vous étonnez qu'on en arrive à ça? Ce n'est pas acceptable. J'espère qu'il va être traduit en justice, David Guiraud. On ne peut pas... Moi, je me cogne avec Meyer Habib parce que je pense qu'il fait un mal fou à Israël, Meyer Habib, dans son comportement. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Et traiter un député de porc, en plus il est juif, il est de confession juive, c'est très bien ce qu'il fait David Guiraud. Le porc est strictement interdit, exactement comme pour nos copains musulmans. C'est dégueulasse. Le deuxième mot, Félix, État, car pendant ce temps, l'Espagne et l'Irlande et la Norvège ont officialisé leur reconnaissance de l'État palestinien. Au surlendemain de la frappe meurtrière sur un camp à Rafah condamné dans le monde entier, l'Irlandais Simon Harris appelle le Premier ministre Netanyahou à arrêter, je cite, la catastrophe humanitaire. Il a dit à l'occasion de cette reconnaissance conjointe de l'État palestinien, c'est une nécessité pour parvenir à la paix, renchérit de son côté le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Il s'agit d'une décision historique avec un seul objectif, aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix. La reconnaissance de l'État de Palestine en tant qu'État est une décision que nous ne prenons contre personne et surtout pas contre Israël. Un peuple ami que nous respectons, que nous apprécions et avec lequel nous voulons avoir les meilleures relations possibles.
De plus, cette décision reflète notre rejet catégorique du Hamas qui s'oppose à la solution des deux États. Le Premier ministre socialiste de l'Espagne, Pedro Sánchez, tout à l'heure, lors de cette officialisation conjointe avec l'Irlande et la Norvège, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, s'en est pris à lui sur Twitter, accusant l'Espagnol, je cite, de se rendre complice des appels au génocide du peuple juif. Troisième mot, frociaggine, et le Vatican présente les excuses du pape François après l'utilisation de cette expression homophobe. Oui, lors d'une réunion, le souverain pontife avait déploré qu'il y en ait trop dans les séminaires de ces frociaggine, un gros mot vulgaire et insultant pour désigner les homosexuels. Je vous fais pas la traduction en français. Grosso modo, le pape aurait donc demandé aux évêques d'empêcher les dites personnes de rentrer dans les séminaires et dans la vie religieuse, d'où ce communiqué d'excuses du Vatican. Je cite, le pape n'a jamais eu l'intention d'offenser ou de s'exprimer avec des propos homophobes. Il adresse ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés par l'utilisation d'un mot. Alors, selon les évêques présents, le pape François n'aurait pas eu conscience d'utiliser un mot vulgaire puisque l'italien n'est pas sa langue maternelle. Pour rappel, jusqu'ici, il était plutôt considéré même comme moins conservateur que ses prédécesseurs sur le sujet. Qui suis-je pour juger les gays qui cherchent le Seigneur, avait-il notamment lancé en début de pontificat. Oui, bon, pas de commentaire. Moi, j'adore le pape sur les questions sociales, mais décidément sur les questions de mœurs et de... Il faut peser chaque mot, quoi. Quelle vie. Non, tu peux pas raconter n'importe quoi non plus quand t'es pas. C'est sûr. C'est n'importe quoi. Les amis, nous, on assume. Nous, on est payés pour dire des conneries. C'est la différence. Allez, les élections européennes, on en revient en quelques instants. Jordan Bardella au plus haut dans les intentions de vote. Le tête de liste RN monte à 34% selon le dernier sondage IFOP fiducial. On va en parler dans un instant, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que la nouvelle montée de Bardella ne montre pas la déconnexion entre les médias et les Français quand on se souvient les commentaires des médias après le débat face à Gabriel Attal? Est-ce qu'il est en train d'achever la dédiabolisation du RN avec plus du tiers de l'électorat dans son escarcelle? Est-ce qu'il est un candidat plausible pour 2027? Et à cette question, Bardella a-t-il déjà gagné les européennes? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Nous sommes avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi, merci d'être avec nous. Petite question rapide avant la pub, le match des européennes est-il plié? Alors, je ne peux jamais l'affirmer de manière catégorique, mais un écart de 19 points entre le premier et le deuxième, c'est du jamais vu depuis la liste Simone Veil face à la liste Jospin, il y a maintenant 40 ans. Il sera premier. Ce qui peut être la surprise, c'est une démobilisation de son socle qui n'a pas l'air de venir, et peut-être que son socle s'éroderait un petit peu, mais c'est plié pour la première place, comme ça l'avait été en 2014 et en 2019. Allez, on fait un point un peu plus large dans quelques instants. 0826 300 300, n'hésitez pas. On vous attend, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bien sûr. On vous souhaite la bienvenue si vous voulez savoir l'heure qu'il est 17h32. C'est bien. Non, mais on est content d'avoir une horloge parlante en même temps. Il y a peut-être des gens qui ont des trains à prendre, qui ont mis un soufflet au four pour nous inviter à dîner ce soir. Il est 17h33 là. Non, il est 32 et 45 secondes. Non, il est 45 secondes. Vous êtes bien en horloge. Mais ça vous manque pas l'horloge parlante? C'est numéro 4e top. Oui, c'est une horloge, je pense. Parce que c'était génial. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Bien sûr, à mon top, il est exactement 17h32 secondes. 17h33. Voilà, en tout cas, bienvenue. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et François Druzy. 0826 300 300, tout de suite, le grand débat du jour. Avec du sérieux, s'il vous plaît. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors lui, c'est Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national, qui domine largement les sondages. Et j'ai parmi les meilleurs taux de présence du Parlement européen. S'il se concrétisait dans les urnes, ce serait le meilleur score d'une tête de liste aux européennes depuis 84. À 28 ans, oui, c'est quand même assez rare. C'est rare. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Jordan Bardella, le député fictif. Non, mais si vous êtes agressif, à ce moment-là, je m'en vais, vous voyez. Et après des débats, la liste du Rassemblement national pour les européennes a largement creusé l'écart avec les autres formations politiques, avec 34% d'intention de vote selon notre Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, le Figaro et LCI. La liste conduite par Jordan Bardella continue de faire largement la course en tête à 2 semaines du scrutin. Alors parlons vrai, est-ce que la nouvelle montée de Bardella ne montre pas la déconnexion entre les médias et les Français? Les médias qui disaient à l'unanimité qu'il avait largement perdu le débat face à Gabriel
Gabriel Attal en fin de semaine dernière. Est-il en train d'achever la dédiabolisation du RN en rassemblant un peu plus d'un Français sur 3 ? Est-ce qu'il est désormais un candidat plausible pour 2027 ? Et à cette question, Bardella a-t-il déjà gagné les européennes ? Vous dites oui à 75%. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Merci d'être avec nous, Frédéric Dabi. Philippe Bilger, Bardella a-t-il déjà gagné ces européennes ? On a envie de dire oui, forcément. Oui, alors je peux m'abriter derrière l'avis de l'incomparable Frédéric Dabi qui a dit que vraisemblablement il avait gagné. Moi, ce qui me frappe, et c'est une question à laquelle il répondra tout à l'heure, c'est que lors d'un débat qui avait eu lieu sur LCI, j'avais considéré techniquement que Bardella avait été dominé par Gabriel Attal, et le lendemain, une majorité de Français avait davantage été convaincus par Bardella que par le Premier ministre. Donc ça veut dire que les Français ne sont pas sensibles à l'argumentation technique, à l'oralité forcément de qualité, mais qui vont, au regard de leurs appréciations, aller vers celui qui, naturellement, parle le plus simplement, le plus directement, et qui surtout représente une opposition au pouvoir officiel, quel qu'il soit. C'est une question que je mets avec un point d'interrogation. Françoise de Gaulle. C'est bien que Maître Dabi soit là. Non, mais parce qu'on peut le dire, c'est le meilleur. De toute façon, on a de la chance de l'avoir avec nous. C'était un échange que nous avons eu le soir du débat Attal-Bardella, et j'ai dit à Philippe, je pense qu'il faut penser contre nous-mêmes, et je pense que, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, je m'appuie pas sur le sondage d'un autre sondeur parce que je n'ai aucune confiance dans ces panels à coin carré, mais je vois surtout qu'il y a eu zéro effet Attal, si vous voulez, sur Valérie Ayé. Donc moi, ce que je vois de Bardella, pour éplucher religieusement tous les jours le rolling, l'éplucher dans les moindres détails de Frédéric Dabi, et de l'IFOP, ce que je vois, c'est une sûreté de choix déjà délirante, mais depuis des semaines, Frédéric ne me contredira pas, on est entre 80 et 86% de sûreté de choix. Donc quand on voit ça, il est impossible, je vois pas une démobilisation de l'électorat de Bardella au point même de repasser la barre des 30%, Frédéric. Moi, je pense que on peut déjà tous parier qu'il sera à minima à 30%. Et puis le deuxième point, c'est, encore une fois, je le redis, le caractère assez effrayant, de l'adhésion. Voilà. Je l'ai regardé encore hier sur BFM. J'ai regardé son attitude. C'est pas en réaction, c'est ça que vous voulez dire. Il y a une part de réaction, mais il y a une part aussi d'adhésion. Sinon, on peut pas expliquer pourquoi les cadres moyens, les cadres supérieurs adhèrent. L'électorat macroniste, je regardais dans le dernier rolling de ce soir, +2 chez les électeurs d'Emmanuel Macron en 2022. Il y a quelque chose chez ce jeune homme qui est assez délirant. Enfin, je dirais, il a 28 ans. Et il y a un côté très Chirac jeune. Je pense qu'il cultive. Il y a quelqu'un qui a dû lui dire, ou il a entendu un commentaire de journaliste. Et je pense que désormais, je ne sais pas si Frédéric me contredira, il cultive de plus en plus ce côté Chirac, mâchoire carrée, l'arrêt sur le côté et même l'attitude physique. François de Rugy. Oui, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense pas qu'on puisse analyser un résultat avant qu'il ait eu lieu. Je partage ce qu'a dit Frédéric Dabi. C'est très rare qu'à une élection, le résultat infirme une tendance donnée par les sondages depuis des mois et des mois, parce qu'en réalité, le Rassemblement national est crédité. Au début, c'était plutôt 28-29%, mais est crédité d'être la liste en tête depuis 1 an. Et sondage après sondage, il a grignoté pour passer au-dessus des 30% d'intention de vote, et maintenant au-dessus des 31, 32, 33, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce qu'a dit Frédéric Dabi tout à l'heure en disant la surprise serait que son socle s'effrite parce que finalement les gens diraient il a déjà gagné, c'est pas la peine qu'on aille voter. Il peut y avoir une surprise dans l'autre sens, c'est-à-dire que, comme on dit parfois, les gens volent au secours de la victoire, c'est-à-dire dire finalement c'est la liste qui semble recueillir le plus d'intentions de vote pour sanctionner le gouvernement. Par ailleurs, finalement autour de moi je rencontre plein de gens qui ont l'intention de voter pour lui, alors allons-y, les populaires, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité. C'est des choses qui peuvent arriver dans une campagne électorale. Après, moi, j'ai re-regardé simplement pour mémoire, parce que ça va être la 10e élection européenne cette année. Donc il y en a déjà eu 9. En fait, contrairement à une idée reçue, le RN a souvent fait des scores très moyens, voire faibles. Et il a fait 2 fois la course en tête, les 2 dernières fois. 2014, quand même, les 2 dernières fois, 2014, 2019. Mais il avait gagné très peu la dernière fois, d'1%. Oui, mais il était quand même en tête.
quand même en tête, 2 fois de suite. Et en 2015, c'est assez peu connu, mais Frédéric Dabi s'en souvient évidemment, aux élections régionales, fin du mandat Hollande, climat, je rappelle, les attentats, l'insécurité, etc. Le Rassemblement national, en cumulé dans toutes les régions métropolitaines, fait presque 28% des voix aux élections régionales de 2015. Donc finalement, voilà, il progresse, et là, il va peut-être engranger ce travail, en effet, de banalisation et de normalisation. Frédéric Dabi, vous aimez les expressions de rugby et vous êtes un grand fan de sport. Est-ce qu'on peut dire que désormais la cabane est tombée sur le chien pour ceux qui suivent Jordan Bardella et qu'il a déjà gagné ou pas? Non, ça a été très bien dit. Les indicateurs vont tous dans le même sens. L'intention de vote, le pronostic de victoire, la sûreté du choix. Il n'y a pas cette incertitude qu'on a eue sur quelques élections par le passé qui faisait qu'il y avait une marge d'incertitude qui pouvait laisser entraîner des surprises comme en 2019. Et puis, j'entends ce qui a été dit sur les régionales de 2021, de 2015. À l'époque, les amis, le RN n'avait pas du tout cette structure électorale. Ça restait encore un parti jean-mariste, c'est-à-dire fort chez les jeunes, chez les hommes, chez les ouvriers, chez les petits sans diplôme, si je puis dire. Là, il a des scores, et je sais que Françoise épluche le rolling et elle les a vus aujourd'hui. 19 chez les cadres, 25 chez les personnes âgées, 44 chez les salariés. Il n'est plus à la merci d'une vague d'abstention terrible qui assécherait son socle. Et comme François de Rugy, je suis plutôt d'accord avec l'idée que beaucoup, est-ce des électeurs Marion Maréchal, est-ce des électeurs Zemmour, sont-ce des électeurs de droite qui vont peut-être voler au secours de la victoire. Et sur les débats, c'est extrêmement intéressant. Parce que nous avons fait aussi des post-tests où nous avons interrogé beaucoup plus de monde et j'ai restreint l'échantillon aux personnes qui avaient vu en entier ou en partie le débat et pas seulement ceux qui en avaient entendu parler. On vous demande pas, en fait, Philippe, de raconter un film si vous en avez entendu parler. Et ce qui est vrai, c'est que les journalistes ont vu juste sur un point. Attal a écrasé Bardella sur la capacité à maîtriser les dossiers et la compétence, mais ce n'est pas, et ça a été dit je crois par Philippe, ce n'est pas le seul critère. Ce n'est plus le seul critère. Alors on n'est bien sûr pas en confiance avec quelqu'un qui ment et qui montre une incompétence crasse, mais ce n'est pas le cas pour Jordan Bardella. Et donc sur le critère sur lequel tout le monde s'est focalisé, Jordan Bardella était effectivement légèrement dominé. Pas écrasé, Fred. D'ailleurs, vous avez été beaucoup plus subtil, dans vos... Il en restait beaucoup. La sincérité, la proximité. Et il a parlé aux Français, surtout. Bien cette forme, et je partage ce que vous dites, cette forme de déconnexion entre la scène politico-médiatique et les critères de vote pour les Français. Donc, bien sûr, je ne dirai jamais à cette antenne que, comme avait dit Philippe Seguin, je ne sais plus quand, rentrez chez vous, bonnes gens, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Il y a encore des poches d'incertitude, mais clairement, on est sur un leadership du RN jamais vu à une élection européenne. La phrase de Philippe Séguin, c'était avant la présidentielle de 95. On part au 0826 300 300. Notre vraie voix du jour, Frédéric d'Arcachon. Alors, est-ce que pour vous, c'est plié, Frédéric, ou pas? De toute façon, déjà, il faudrait peut-être remettre les choses en place. Ça veut dire quoi la victoire de Bardella? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir le plus de voix aux élections européennes. Bon, qu'il va avoir un groupe au Parlement européen. C'est pas ça qui va changer, disons, la gouvernance de la France. Donc, je pense qu'on n'arrête pas de parler de victoire de Bardella, mais qu'est-ce qui va en arriver? Bon, une majorité peut-être représentative de l'Europe. Il ne s'allie pas parce qu'avec les droites européennes, donc ils feront pas un groupe avec les droites européennes puisqu'ils ont déjà pas mal refusé Donc, je vois pas ce que ça va changer, si ce n'est un plaisir particulier pour Bardella qui va être content de dire bon, ça y est, j'ai gagné ça. Mais si vous voulez, je crois qu'on monte ça en épingle beaucoup. Hein, quand même. Hein. Allez, je ne suis pas, Françoise, je ne bougez pas, Frédéric, restez avec nous. Frédéric et nos amis, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la première fois que je pense qu'on peut avoir un véritable Big Bang politique le 9 juin au soir. Il est de bon ton de dire, après tout, il fait son score et puis tout le monde rentre chez lui, comme on l'a toujours fait en 2014, mais ça n'est pas le cas cette fois-ci. Parce que figurez-vous, moi, ce que j'ai vu hier de Jordan Bardella dans le débat, j'ai vu quelqu'un qui avait des points communs avec François-Xavier Bellamy. J'ai vu une main tendue à Marion Maréchal. Je pense que s'il a 34 ou 35, ça change même son destin face à Marine Le Pen. Et ça le met... Pour 2027, et ça le met d'office dans l'idée générale que ça peut être lui le candidat. Et je pense que on verra le match à gauche avec Valérie Ayé et Glucksmann, Manon Aubry. Mais moi, je vous assure que contrairement à d'habitude, ce 9 juin, c'est un Big Bang politique qui peut s'annoncer
annoncé, et d'abord par le score du Rassemblement national. Je ne sais pas si Frédéric est d'accord avec moi, mais allez. Il faut qu'on fasse tourner la parole, les amis. Philippe Bilger. Oui, Frédéric, je ne crois pas que Jordan Bardella sera le candidat en 2027, mais ma question à propos toujours de ce débat LCI, j'ai eu l'impression que Gabriel Attal montrait très clairement les limites du projet européen du Rassemblement national, et pourtant ça n'a eu rigoureusement aucun effet sur la majorité des auditeurs. Est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment de succès, le fond n'a plus d'importance? Oui, mais je vais vous répondre. Oui. Frédéric Dabi, pas Frédéric Darcachon. Frédéric Dabi, bougez pas Frédéric Darcachon. Frédéric Dabi. Oui, ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas un critère de vote majeur pour les électeurs du RN. Le critère de vote, c'est une forme de colère. C'est l'idée de sanctionner Emmanuel Macron. Hein. Vous le voyez toutes les semaines dans notre rolling, la part des électeurs qui expriment un vote pour sanctionner la politique du gouvernement est de 44%, et c'est x2 quasiment chez les électeurs du Jordan Bardella. Par rapport à ce qu'a dit Françoise, je suis 100% d'accord. Les élections européennes, d'habitude, effectivement, il n'y a jamais eu un changement de Premier ministre. Il n'y a quasiment jamais eu, je suis quasiment sûr, un remaniement d'ampleur, parce que c'était une élection autarcique. C'était une élection qui n'avait pas d'impact sur le cycle électoral. Là, vu qu'il n'y a pas d'élection régionale, d'élection nationale avant 2027, ça sera le seul test en grandeur réelle du rapport de force électorale, sauf bien sûr dissolution et législative anticipée que personne ne peut anticiper autour de votre table. Ça veut dire que ces élections vont avoir une résonance très particulière, notamment si Jordan Bardella explose les compteurs. Et les gouvernements sont en difficulté, je pense à LR, voire à Reconquête, voire à Glucksmann, même s'il est à un niveau élevé. François de Rugy. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric Darcachon, et non pas Frédéric Dabi, parce qu'il soulève quand même une question très importante, qui est, à mon sens, alors là, escamotée dans tous les débats, et notamment dans le positionnement des têtes de liste, c'est, chers amis candidats, vous êtes élus. Vous êtes élus député européen. Très bien. Qu'est-ce que vous faites demain, dès le lendemain, au Parlement européen? Ce qu'on fera en France, on en discutera, c'est normal, mais il y a l'Assemblée nationale, il y aura peut-être une motion de censure, etc. Mais au Parlement européen, parce que tout de suite, il faut se positionner pour la Commission européenne. Et là, les députés du Rassemblement national, si nombreux soient-ils, avec qui ils travailleraient, avec qui ils constitueraient une commission européenne? Avec qui? La vérité, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'alliés. Très peu. On ne sait même pas, dans ce qu'on pourrait appeler les droites nationalistes, populistes, avec qui ils s'allieraient. Est-ce qu'ils s'allient avec Madame Mélanie, avec d'autres? On ne sait pas. Et ça, c'est quand même un sujet majeur, parce qu'il ne faut pas que les Français mésestiment l'importance des élections européennes pour le gouvernement de l'Europe qui s'appelle la Commission européenne, et puis ensuite pour toutes les lois votées par le Parlement européen qui sont très importantes. Je crois qu'en France, et y compris les médias français, sous-estiment l'importance et l'impact pendant 5 ans des élections européennes, du résultat des élections européennes. Donc quand on vote pour qui on veut. Moi je sais pour qui je vais voter, mais que l'on vote en sachant ce que ça aura comme conséquence après. Il y a des conséquences. Vous savez que maintenant il y a le système du Spitzenkandidat. Je le dis pour nos auditeurs, c'est-à-dire que c'est celui... Le candidat au top, comme on dit en allemand, c'est le candidat que se choisissent les groupes pour être président de la commission. Évidemment, le Rassemblement national, de toute façon, il n'y a plus l'AfD, ils ont été obligés de rompre, etc. Mais quand même, elle a un impact. C'est soit la droite et le PPE, auquel va certainement se rallier Giorgia Meloni, soit la social-démocratie qui peut gagner. On est à 50 sièges de bascule. Mais c'est surtout que c'est des coalitions, et que d'ailleurs, M. Glucksmann comme M. Bellamy oublient de dire à leurs électeurs qu'ils ont soutenu la commission von der Leyen pendant 5 ans, puisque leurs partis font partie des groupes qui soutiennent cette commission. Merci beaucoup, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Merci beaucoup encore une fois pour votre éclairage. Frédéric Darcachon, vous restez avec nous, vous allez jouer au Qui c'est qui l'a dit. Dans un instant, face à François de Rugy, Françoise de Gois et Philippe Bilger. Et ben, j'ai envie de vous dire joyeux Noël, à tout de suite. Sud Radio, votre... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les enfants, on est à l'antenne, bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Françoise de Gois, vous l'avez entendu. Avec Philippe Bilger, vous ne l'avez pas entendu. Et François de Rugy non plus. Parce qu'il n'est pas là. Et parce qu'il n'est pas là, exactement. Et rapidement, on va vous offrir un cadeau. Alors ça, allez, bam, boum, cadeau, vas-y tout de suite, envoie le truc.
On fait comme ça, vous allez pouvoir, c'est le moment de jouer Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés, des bubble lampes. Alors je vais vous dire ce qu'il y a à gagner, parce que là je peux vous assurer que c'est canon. Une bubble lampe, vous savez, c'est ces petites lampes de table qu'on met dans le jardin pour pouvoir voir ce qu'il y a dans son assiette. Vous allez pouvoir avoir une radio Tico, c'est une radio de salle de bain, vous la posez sous la douche et ben, avec de l'eau dessus et ça passe quand même, vous entendez Sud Radio et ça c'est très bien. Une lampe backlight, une petite lampe qui va dans votre sac, c'est génial, et une batterie MacBank qui vous permet, en tout cas, si vous avez un problème, si vous avez un rasoir comme Philippe David qui l'a dans son smoking, vous pouvez le recharger quand vous voulez. Alors c'est clair, 0826 300 300 pour ces très jolis cadeaux offerts par Lexon. Allez, on va dire, allez François de Rugy, entre 0 et 10, donnez-moi un chiffre. 9. Le 9e appel au standard pour gagner ce magnifique pack Lexon. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le quiz, comme on dit, le quiz avec Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Il a la force, Frédéric. Fred, on est calé dans un fauteuil là et on répond aux questions et on se concentre. Je croyais que tu disais on mange des huîtres. On est calé, on mange des huîtres. Bon, on peut. Allez-y pour les huîtres. Question qui c'est qui l'a dit à un point. Sur Gaza, ce qu'il se passe sous nos yeux, c'est le génocide le plus documenté de l'histoire. On a l'impression que le droit international n'a aucune valeur. Frédéric. Bompard. Non. Mélenchon. Non. Guiraud. Non. Mathilde Panot. Non. Il a quitté à un moment donné l'Assemblée nationale pour des petits problèmes perso. Quatennens. Bonne réponse de Françoise Adrien Quatennens, député. Un point. La France insoumise. Qui c'est qui l'a dit à un point? À une journaliste de service public. À 2 points, Philippe. À 2 points, pardon. Je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Ah, je sais. Frédéric. Bompard. Non. Éric Zemmour. Marion. Non. Bonne réponse. Marion de Philippe Maréchal de C'est vrai. Reconquête. Non, mais il faut donner le nom, sinon c'est pas valable. Non, il a raison, c'est vrai. C'est trop familier. Question, qui c'est qui l'a dit à 2 points sur Gaza concernant la France insoumise. J'appelle la France Intifada et ils jettent de l'huile sur le feu. Ils appellent au soulèvement sur ce conflit. On a besoin d'apaisement et de garder la tête qu'Israël a été attaqué par une force terroriste. Frédéric. Alors là, je dirais Bompard quand même. Non. Jordan Bardella. Non. C'est Marlex, Éric Ciotti. Non. Retailleau. Un vice-président de l'Assemblée nationale. Bonne réponse de Philippe Bilger. Et c'est Chenu. Sébastien Chenu. On est à combien là? C'est parce que je suis pour Philippe Bilger et un pour vous. On est à c'est pas assez. 40-0. Tais-toi, toi, ça Qui va. c'est qui l'a dit à 2 points sur l'assurance chômage? Il faut avoir une durée d'indemnisation plus courte et le plus grand nombre de personnes au travail. Il est ministre. Non. Des sous. Ministre des sous. Cazeneuve. Non mais le maire. Non, mais je l'ai dit. le maire. Non, c'est pas Cazeneuve. Le maire. Allez, la dernière à 2 points pour faire plaisir à Frédéric. Qui c'est qui l'a dit? Emmanuel Macron est coupable de complicité avec Netanyahou. Ah oui, ça je sais. Attendez. Frédéric. Ah là, c'est Bompard. Ouais. Bonne réponse de Frédéric. Je l'avais à toutes les sauces. Parce que vous avez dit Bompard depuis le début. Si vous ne l'aviez pas dit là, vraiment, je me serais arraché. Alors, le vainqueur est Philippe Bilger avec 6 points. Bravo. C'est la première fois que quand François avait là, je gagne. C'est vrai, c'est la première fois. Ouais. Frédéric 2 points. Allez, 1 point pour François de Gaulle et François de Rugy. François m'a porté chance. Les amis, en toute légalité, J'ai passé bien mon entendu, tour. il a gagné. Frédéric, on vous fait des gros On bisous. vous embrasse. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci d'avoir joué avec nous. Merci d'avoir été notre vraie voix. Dans quelques dizaines de minutes, le tour de table de l'actu. Une femme qui gagne plus qu'un homme, normal? Ouais. Tout Point à fait. d'interrogation. C'est normal. Nadal, comment te dire adios? La très belle une de l'équipe ce matin. Monsieur le Président, Les émissions de gaz à effet de serre baissent et les associations environnementalistes n'en parlent pas. on en parle dans un instant. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Un magasin de porcelaine. On regarde avec Jean. Écoutez, on regarde avec Rémi André le ciel et le ciel. Merci. Et, Donc, et pour le ciel tout vous dire, et le ciel ne sait pour plus tout où vous il dire, est. si j'y arrive, Où il voilà, habite, pour tout où vous il dire, habite, 27 degrés aujourd'hui au Cap d'Agde, c'est-à-dire à Béziers-Cap d'Agde sur l'aéroport, et puis nous avons demain la possibilité peut-être même d'y atteindre les 30 degrés. Donc si demain vous avez envie d'avoir un petit peu chaud, allez justement de ce côté, du côté de la Méditerranée, car là, depuis le Pays Basque jusqu'à la Méditerranée et la Corse, vous profiterez encore
encore du soleil. Sur le reste du pays, des nuages, de la pluie, de la fraîcheur. Donc vous voyez un petit peu le temps qui vous attend. Cela va durer d'ailleurs jusqu'au week-end. Au Cap d'Agde, donc on va à l'aéroport du Cap d'Agde. Vous savez qu'au Cap d'Agde, il y a beaucoup de gens qui ont souvent envie de Béziers. Elle a été faite avant. Je viens de la faire. J'ai osé. Ouais. Des nouvelles de Bourg-la-Reine, je ne sais pas. Bien quand même. Et de Bourg-Madame, c'est pas loin du Cap d'Agde. Merci beaucoup. Ça va vaillir comme Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, mais pauvres amis, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec François de Rugy, avec Françoise Vous savez que ma mère, je fais un message. Bilger, je fais un message à ma mère qui nous trouve un peu graveleux de temps en temps. Bon, elle a l'âge qu'elle a, mais elle trouve qu'on se tient pas trop parfois. Ouais, bon, écoutez, moi je trouve que. Surtout lorsqu'on répète 2 fois Béziers. Allez, dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Bonsoir, rebonsoir Félix. Bonsoir. Vous n'avez pas de micro. Rebonsoir. Avec les stages en seconde, c'était une idée d'un ancien ministre de l'Éducation nommé Gabriel Attal, sauf que dans les faits, ça se transforme un peu en gros bazar. On va voir ça. Allez, Félix. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? C'était ce matin sur France Inter, cette question de Sonia de Villers s'adressait à Marion Maréchal, invitée de la radio de service public, ou plutôt de sévice public, quand on entend une question de ce niveau, question que la tête de liste Reconquête a qualifiée de dingue, bête et outrancière. Et je dois dire que les termes dingue, bête et outrancière ne me semblent absolument pas exagérés, et qu'ils me semblent même en deçà de la réalité. En effet, la conception de la famille avec un père et une mère est autant pétainiste que gaulliste, car je doute que le général de Gaulle, catholique pratiquant et conservateur, aurait beaucoup apprécié une famille avec une maman barbue et un papa non binaire berçant un bébé acheté à une indienne vivant dans la misère. Alors soit on voit bien en regardant cette interview que le terme interview est lui aussi outrancier, puisqu'il ressemble plus à un interrogatoire de garde à vue qu'à une interview comme on l'imagine sur un média, a fortiori de service public, dont la neutralité devrait être la règle. Il y a quelque temps, sous la pression de Reporters sans frontières, l'ARCOM avait décidé de demander aux différents médias de répertorier politiquement les chroniqueurs des différentes émissions. Fort bien, mais allons plus loin et classons aussi les journalistes pour être équitables. Et le classement pour France Inter ressemblera furieusement à une affiche du nouveau parti anticapitaliste, 100% à gauche. Philippe Bilger. Ah ben je suis 1000 fois d'accord avec vous, Philippe, quand j'ai lu cette interview ou ce passage de l'interview, j'ai été effaré. Autrement dit, qui aime la patrie adore la famille et ne raffole du travail, évidemment au nom d'un psittacisme historique et d'une espèce de partialité renvoyée à Pétain. Non, mais on tombe sur la tête. Je suis d'accord sur le psittacisme. Hein, vous savez, ça c'est véritablement, comment dirais-je, le questionnement de journalistes sans talent. Honnêtement, je ne peux pas être soupçonné de partager la moindre valeur avec Marion Maréchal, mais on ne fait pas ça. C'est-à-dire que ça sert à quoi? C'est pour déstabiliser, c'est pour avoir le sentiment qu'on fait un bon mot, évidemment, vraiment. Mais par contre, je suis pas d'accord avec votre coup de gueule général, parce que classer l'ensemble des journalistes du service public à l'extrême gauche, c'est gonflé. Mais vous n'avez pas besoin d'être outrancier non plus comme ça. Mais je suis pas outrancier. Mais vous êtes aussi outrancier en fait que ce que vous reprochez aux gens d'être, si vous voulez, l'espèce d'immense globalité, le sévice public, etc. Arrêtez avec ces trucs. Vous aussi, vous faites du psittacisme, c'est-à-dire vous répétez comme un perroquet des conneries entendues sur tellement de plateaux que ça me fatigue. François de Rugy. Le psittacisme. Voilà. J'ai appris un mot. Ah bon, tu connaissais pas? Et en plus, j'ai appris que ça voulait dire répéter comme un perroquet. Bah oui, c'est ça, en effet, ça vient du latin psittacus, qui signifie perroquet. Je l'ai souvent utilisé. Je suis ravi. Ah bon, et moi j'ai toujours le président de l'Institut de la Parole. J'ai toujours adoré ce mot. Nous enrichir intellectuellement. Ah bon, vous saviez pas ce que c'était le psittacisme? C'est la cause, je crois, qui est une maladie, il me semble. Non, ouais, c'est la. Moi, j'ai fait du grec, j'ai pas fait du latin. Philippe ne savait pas ce qu'était gracieuseté. C'est vrai. Allez, tout de suite, Félix Mathieu, on part avec vous auprès d'une idée de Gabriel Attal qui est visiblement... Oui, dans les lycées. Les lycées où, depuis le passage de Gabriel Attal, effectivement, c'était quand il était au ministère de l'Éducation, eh bien, les élèves de seconde sont censés trouver un stage en fin d'année. Sauf que, eh bien, même pas 3 semaines de la date limite, mi-juin, eh bien, patatras, la moitié, voire 2 tiers des 500 000 élèves de seconde n'auraient rien trouvé, ni sur la plateforme Un jeune, une solution, ni ailleurs, hein, selon des syndicats d'enseignants
enseignants et de proviseurs. Du coup, eh bien, leur lycée serait censé les accueillir, ces élèves sans stage. Sauf que c'était pas vraiment prévu, surtout qu'il y a déjà les épreuves du bac et l'orientation des terminales à gérer à cette période. Du coup, problème d'organisation dans les lycées. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Didier Georges, proviseur d'un lycée parisien et puis secrétaire national du syndicat de chefs d'établissement SNP2N UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment c'est possible une telle situation? C'était pas réaliste cette idée d'un stage en juin pour toutes les secondes? Écoutez, quand un dispositif pensé par des Parisiens pour des Parisiens est mis en place, évidemment on peut s'imaginer que compte tenu de la conjoncture du territoire national, ça ne va pas fonctionner dans les territoires. Il y a évidemment une énorme différence entre résider dans une zone urbaine dense avec un bassin d'emploi important et donc une potentialité de stage évidente, et puis ceux qui vivent en zone rurale où de toute manière vont se poser ne serait-ce que la question du vivier d'emploi possible, enfin d'emploi de stage. On se comprend bien. Le transport pour s'y rendre, parce que je vous rappelle que les lycéens sont dépendants pour la plupart du transport scolaire. C'est pas le transport scolaire qui va les déposer au pied de leur entreprise pour faire leur stage. La question du suivi du stage, la question de l'accueil des élèves par des entreprises qui n'ont pas toujours le temps. C'est déjà compliqué quand on est sur les stages normaux, je dirais. Et puis, effectivement, vous avez raison, entre un élève sur 3 et seulement un élève sur 2, on peut être trouvé un stage, on n'a même pas de certitude. On a des situations catastrophiques sur le territoire français avec des établissements où il y a 250 ou 300 élèves de seconde et 20 conventions de stage signées à cette heure. La plateforme ne remplit pas tout à fait son rôle, donc c'est difficile. Françoise de Gaulle. Je comprends parfaitement, il n'y a rien à dire sur l'absurdité des choses qu'on fait, des mesures comme ça très... uniformiser des mesures... uniformiser, il faut faire de la... bonne, pourtant. Oui, mais écoutez, je sais bien que tout ce qui vient de Gabriel Attal est forcément génial avec vous, Philippe Bilger. Non, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Vous savez qu'est-ce que c'est, à quel point les stagiaires, c'est compliqué aussi dans les entreprises. Moi, j'ai le souvenir dans une autre vie, dans une grande radio que vient d'ailleurs de broyer Philippe David, que nous avons oublié le stagiaire à l'Assemblée nationale. Et un après-midi, nous sommes rentrés en disant merde, on a oublié le stagiaire à l'Assemblée nationale. C'est rigolo. On peut quand même revenir un tout petit peu à l'idée de départ, qui à mon avis répond à quelque chose qu'on n'arrête pas de dire depuis des années, que dans l'éducation nationale, les élèves qui suivent un cursus normal n'entendent pas ou peu parler des entreprises. Et que donc ce serait bien qu'au cours de leur cursus, ils puissent vivre un peu une expérience en entreprise. C'est à ça que servent les stages. C'est difficile, bien sûr, on le sait. Pas que d'ailleurs pour des lycéens, c'est aussi pour les étudiants, ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que dès qu'il y a la moindre difficulté, on dit on arrête tout? Non, on continue et on essaye d'y arriver parce que c'est une bonne chose. Je vous demande de vous arrêter, monsieur le président. Vous êtes une baladurette. Merci beaucoup Didier Georges d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement SNP2M UNSA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste, on prend Wendy en ligne. Wendy, vous êtes avec nous? Non, on prend pas Wendy. Allez, on revient dans un instant. On fait une petite pause et on prendra Wendy plus tard. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pas m'interpeller. Écoutez, j'ai une tête comme un compteur à gaz. Mesdames et messieurs, aidez-nous, 0826 300. Oui, on a besoin d'aide. Si des psychiatres vous appeler, parce que là, vraiment... Moi, j'ai jamais vu un compteur à gaz qui avait une tête comme vous, chère Cécile. Ah, dis donc, eh oh. Il se passe un truc entre nous? Allez, on est ravis de vous accueillir. 0826 300. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous. Et le compteur à gaz. Et François de Rugy. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. On y va ou on n'y va pas? On y va. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table parle d'argent et de plus en plus de femmes gagnent plus que leurs conjoints. J'ai envie de faire une projection dans la vie sociale. On constate en effet que beaucoup de femmes aujourd'hui, un certain nombre, gagnent plus que leur mari et que contrairement à ce qu'on pourrait craindre, eh bien ça ne crée pas de la jalousie, ça ne crée pas de la tension, mais au contraire, paraît-il, ça renforce l'équilibre et la complicité. J'ai été très étonné de cela parce que moi-même, me connaissant, je l'aurais très mal vécu.
Et en réalité, je constate qu'il y a beaucoup de couples extrêmement équilibrés et normaux qui acceptent volontiers que leur épouse gagne plus que le mari. Ce que j'adore, c'est qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pas les couples comme ceux décrivés par David tout à l'heure. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on peut craindre, lorsqu'une femme gagne plus que le mari, il n'y a pas de la tension, de la jalousie. Il y a une sorte d'équilibre qui est renforcé, ce qui m'étonne. Autrement dit, l'égalité des sexes apporte de l'harmonie. Mais c'est extraordinaire, quelle découverte. Enfin, vous allez quand même pour quelqu'un comme moi. Vous n'allez pas nous faire le cinéma là dans les mois qui viennent avec puisque il y a votre étude ne dit pas que il y a une égalité salariale de toutes les femmes. Votre étude dit il y a de plus en plus de femmes qui gagnent plus d'argent que leur mari. C'est quand même pas la même chose, si vous voulez. Il y a tout de même de sacrées inégalités dans ce domaine. Oui, voilà, il y a des inégalités dans ce domaine, mais dans le sens évidemment au détriment des femmes. On est bien d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Attention, je vous vois Bilger, bien. vous allez bientôt être déprogrammé de CNews. Non. On ne vous invite plus. C'est vrai, il faut bien qu'ils aient une voix un peu diffidente. C'est vrai que quand je regarde les plateaux, le seul type à gauche, c'est vous. C'est dire le niveau. Acte de repentance en plus. Acte de repentance, c'est sûr. Le sentiment autrefois que c'était mieux que l'homme gagne plus que la point femme. de vue de Cécile. Non, mais je trouve qu'il y a une certaine jalousie de François de Rugy, de Françoise de Gois à votre rencontre, Philippe. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, tous les deux, Non, mais on est mais il a raison que les hommes sont plus enclins à accepter que les femmes puissent gagner plus que... Mais Cécile, je suis d'accord avec vous et je me dis que Françoise de Gois et François de Rugy sont vraiment des peines à jouir, comme dirait Anne Hidalgo. Non, on ne recommence pas avec ce mot horrible. Ah bah c'est pas moi, c'est Anne Hidalgo. Non mais vous êtes quand même, et c'est pas la peine de le répéter. Ne mêlez pas Anne Hidalgo à nos débats. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes quand même sur un modèle très vieille France, la femme corrézienne dans la cuisine, enfin tout ce qui faisait le charme de Jacques Chirac à l'époque. L'homme, c'est impeccable. Elle sert, elle ne dit rien. Moi j'adore ça. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. C'est bien, pas de malentendu. Tout va bien, tout ceci est une blague, bien entendu. Non, il y avait une étude sociologique. Non mais il y croit vraiment, il y croit vraiment. Mais non mais vous voulez qu'on fasse la boutique ou quoi? Non, pas du tout. On veut fermer, mais à 22h. Allez, Françoise de Gois. Bah écoutez, une très belle équipe avec Nadal. Ouais, j'ai tellement aimé cette une de l'équipe. Alors ils ont quand même l'art du titre, un peu comme Libé, parce qu'ils ont bien sûr des titreurs, c'est toujours assez fin. Mais là, vraiment, ça nous a tous touché cette une de l'équipe aujourd'hui, avec Raphaël Nadal qui quitte le court après sa défaite en 3-7 face à Alexandre Zverev. Et comment te dire adios? Moi, j'ai aimé. Bah, c'était évident. Non, elle est belle. Le problème de tous les titres, c'est quand ils sont exceptionnels, on se dit mais c'était tellement évident. Mais là, voilà, c'était très fort. Et j'ai trouvé que c'était un moment un peu triste. J'ai regardé le match là. C'était un moment un peu douloureux quand même. Et j'ai tout à fait apprécié Alexander Zverev qui a refusé de commenter sa victoire en disant non, c'est vraiment le moment de Rafa, etc. C'était vraiment comportement de gentleman. Très classe. Et je me dis, alors ça c'est pas de la nostalgie, mais c'est vrai que voilà, Federer a tiré sa révérence. Pour moi, c'était le plus grand de tous les temps dans la beauté du jeu. Nadal va en terminer, Djokovic n'est pas au mieux. Voilà, nous sommes en train d'en finir avec ce trio extraordinaire, comme on en finira un jour avec quasiment fini d'ailleurs avec le duo extraordinaire Messi-Ronaldo. Il y a quand même c'est vrai, il y a quand même des moments, si vous voulez, où vous dites que la relève est pas là, et je la vois pas, en tout cas en tennis. Et même si en matière de temps de parole pour François de Rugy, on en est où Non mais sur le tennis, je m'efface. T'es pas d'accord? Non, sur le tennis. C'est pas ça, c'est que j'avoue méconnaître beaucoup le tennis. Par exemple, j'étais en train de me demander s'il avait fait deux quinquennats ou deux septennats. Il a gagné 14 Roland-Garros. Philippe Bilger. Non, moi je n'ai aucune nostalgie de Messi-Ronaldo parce qu'on a Mbappé qui va être formidable. Et Alonso. Et bien sûr. Mais une question rapide, quand vous aimez le tennis, est-ce qu'on n'a pas eu la plus grande génération de l'histoire avec 3 gagnants à 20 grands chelems? Je pense, oui, bien sûr. Je pense qu'on a eu Comment est-ce qu'on peut reproduire un tel exploit? Bien sûr que vous voyez Jannik Sinner qui arrive, Alcaraz, etc. Vous les voyez arriver. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'aussi somptueux qu'un match à l'Open d'Australie, Federer-Nadal,
Nadal s'est à tomber par terre, ou Nadal Djokovic, ou Djokovic Federer à Wimbledon. Bref, c'est sublime. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est terminé. Moi, je pense que c'était des petits joueurs, tout de même, par rapport à Borg, par rapport aux Australiens, par rapport aux Américains de l'époque. Mais c'est pas vrai. Lewis Howard, Ken Rosewall, c'était extraordinaire. Mais vous pouvez pas les comparer. Les Italiens. Mais vous pouvez pas les. Mais vous faites exprès. Là, franchement, vous comparez Federer à Roscoe Tamer. Mais écoutez, mais c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Federer, je l'adore. Mais vous n'êtes pas sérieux. Excusez-moi, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Bien sûr que si. Enfin, vous n'allez pas comparer. Mais vous continuez de vous engueuler, coupez-leur leur micro. Allez, on y va. On fait une petite pause. On revient dans un instant. 0826, allez-y. Faites comme si on n'était pas là. Non, mais c'est fini. Ça ne nous intéresse pas en privé. À tout de suite, les amis. On revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Je ne sais pas si nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et François de Rugy, de mieux en mieux, sont plus bruyants à l'antenne ou hors antenne. Ça, on ne sait pas. En tout cas, le tour de table de l'actu de François de Rugy sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France, mon cher François. Et oui, les chiffres ont été donnés le 22 mai dernier, donc ça fait à peine une semaine et c'est moins 5,8%, on peut dire presque moins 6% pour la France en 2023, sachant que c'est une baisse continue, pas toujours à ce rythme, mais continue depuis 2018. En 2017, il y avait une légère hausse. Et je me suis intéressé au fait de savoir si les associations environnementalistes, dont un des combats principaux est normalement le climat, avaient rebondi sur cette annonce, pour la saluer ou pour la commenter. Et à ma grande surprise, quand je suis allé voir, par exemple, le compte de Greenpeace, alors il y a des tweets sur Twitter, sur X, sur Total, sur une manifestation avec un syndicat d'extrême gauche, Sudrail, sur la loi agricole, sur Gaza, sur le Rassemblement national, mais rien sur ce chiffre. Notre Affaire à tous, association qui a été créée pour faire un procès contre l'État. Par Marie Toussaint, actuelle tête de liste des Verts. Rien non plus sur ce sujet. Oxfam, l'association dirigée par Cécile Duflot, dénonciation du CAC 40, soutien à Guillaume Meurice, encore lui, Gaza, la BNP, etc. Rien sur cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le réseau Action Climat, association ancienne qui agit sur le sujet, comme son nom l'indique. Alors, fait une toute petite exception parce que le compte Twitter de ce réseau a retweeté le tweet d'un de ses membres, en l'occurrence Anne Bringot, il faut le dire, qui, elle, mentionne quand même cela, le salue, mais s'empresse de dire que, en fait, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, et que par ailleurs, pour ça, on s'en fout. l'État n'a pas fait ce qu'il faut et que surtout, c'est surtout pas grâce à l'action de l'État si on a ces résultats. Alors moi, je voudrais m'élever contre cette culture de la dénonciation, de l'opposition, de la contestation permanente qui a complètement contaminé toutes les associations environnementalistes et le parti Europe Écologie Les Verts, les écologistes, qui sont incapables de saluer une bonne nouvelle sur le combat central qui est celui du climat. Pourquoi ils en sont incapables? Sans doute parce que c'est un fonds de commerce et qu'il ne faut pas tuer le fonds de commerce qui est de dire que rien ne va, que tout va mal et que tout ira plus mal demain et que surtout l'État ne fait rien, que les entreprises ne font rien, que les citoyens ne font rien, alors que c'est faux. Heureusement, l'action commence à porter ses fruits. Par exemple, si les émissions de gaz à effet de serre baissent dans la production d'électricité en France, c'est parce que les centrales nucléaires se sont remises à tourner davantage en 2023 qu'en 2022, que les énergies renouvelables se développent et que l'on utilise moins les centrales à charbon ou les centrales à gaz. Dans les transports, c'est aussi grâce à l'usage des transports en commun, au vélo, mais aussi au fait qu'il y a plus de voitures électriques et ainsi de suite. Le chauffage, les Français changent leur système de chauffage, ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je crois qu'il faut saluer ces résultats, non pas pour dire ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, pour continuer et pour dire aux Français, vos efforts payent. Parce que c'est à la fin les efforts des Français, les efforts coordonnés de l'État, des collectivités locales, des entreprises et des Français. Parce que vous ne croyez pas, François, qu'en général, c'est je vous rejoins, cette peur de féliciter même les petites avancées, est-ce qu'elle ne vient pas de peur que le pouvoir s'endorme en quelque sorte? Non, elle vient de l'incapacité à saluer ce qui est positif. Déjà parce que, encore une fois, le fonds de commerce, c'est de tout le temps dire que ça va mal, de tout le temps attirer l'attention en disant c'est un scandale, dénonciation contre un tel, dénonciation contre une entreprise, contre l'État et ainsi de suite. Et par ailleurs, surtout, il faudrait pas dire qu'à un moment donné, l'action politique
qu'on appelle de ses voeux par ailleurs, que l'action politique peut porter ses fruits. Ça nourrit ce sentiment de défiance permanente, ce je m'en foutisme aussi, parce que du coup beaucoup de Français peuvent se dire si de toute façon même quand on entreprend des actions, ça sert à rien, ça marche pas. Mais ça serait pourquoi bien, on fait un petit effort alors que les efforts payent. Le 5,2%, vous savez très bien que c'est une goutte d'eau. Je les ai vus passer aussi avec les tweets cocorico de Gabriel Attal. Je suis étonné d'ailleurs que Philippe Bilger ne les ait pas retweetés illico presto, parce qu'il dit c'est grâce à mes petits muscles, alors que lui est Premier ministre à peine depuis un mois, mais bon, c'est grâce à lui, vous voyez. Tout ce qui est bien, c'est grâce à lui. Et tout ce qui est mal, ça n'a jamais été lui. En ça, il majorité qui est au pouvoir depuis 7 ans. Je voudrais juste dire que c'est exactement comme si vous aviez quelqu'un qui est malade d'une infection générale et que d'un seul coup vous mettiez à saluer le fait qu'il y a un Panari qui a été guéri. Sérieusement, 5, mais bien sûr que si. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un petit effort qui est fait, mais vous savez très bien que sur l'ensemble, je pense que les associations n'ont pas envie de féliciter un gouvernement qui dit un truc à Paris et fait l'inverse à Bruxelles. Excusez-moi, je pense que laissez-moi terminer. Je pense que les associations n'ont pas envie de féliciter un gouvernement qui, sur le glyphosate, s'est renié 14 fois. Ça n'a rien à voir avec le climat. Mais je vous explique juste que l'ensemble du combat écologique, ça n'est pas que le climat, et vous le savez très bien. Là, on parle de réseau Action Climat. Mais ne faites pas. Mais Greenpeace, c'est quoi l'intérêt pour Greenpeace de faire des communiqués sur Gaza et de ne pas en faire sur les émissions de gaz à effet de serre? Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le problème. Calmez-vous, le problème, si vous voulez, c'est que la question environnementale ne peut pas être simplement réduite aux gaz à effet de serre et à votre hymne merveilleux et namouré sur les centrales nucléaires. La question de l'environnement, c'est la biodiversité. Des résultats de 5,2, arrêtez de nous en dire. C'est la bonne tendance. C'est la bonne tendance. Bon, mais c'est bien. Mais je n'ai pas. Mais arrêtez toute la table. C'est bien. Youpla boum, la barbe à papa et champagne. Je vous explique pourquoi. Mais quand vous avez un enfant qui a de mauvaises notes toute l'année et que finalement il est un peu plus, vous le félicitez quand même. Est-ce que vous avez compris? Mais écoutez, vous avez quand même. Vous arrêtez votre délire béninoïste. Alors arrêtez, vous êtes écologiste comme je suis archevêque. Et vous, mais non, mais pas du tout. Moi, je suis capable de féliciter, par exemple, Macron quand il fait des trucs bien à l'international. Mais je comprends. Mais non, parce que c'est du foutage de gueule, parce que la réalité. Mais excusez-moi, arrêtez de dire non. Moi, je pense que c'est du foutage de gueule. Non, parce que j'ai déposé le nom et à chaque fois je touche dans l'argent. Allez, Françoise, merci beaucoup, Françoise de Gois. J'ai perdu 12 tympans. Enfin, ça va. Lui aussi, il crie, on dit jamais rien. Parce que c'est un homme, c'est ça? Bon, c'est une blague. Blague. Françoise, allez au coin, s'il vous plaît. Allez, vous restez avec nous. Merci pour ce sujet, François de Rugy. Dans un instant, des magistrats mexicains qui appellent la France à prendre des mesures d'urgence face au trafic de drogue qui sévit dans tout l'Hexagone, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce qu'à défaut de narco-État, certains quartiers ne sont pas devenus des narco-quartiers? Ils nous mettent en garde en disant qu'il faudrait plus de dureté. Est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, comme le président salvadorien Bukele, qui en 5 ans a fait passer son pays de pays le plus dangereux du monde à 2e pays le plus sûr des Amériques derrière le Canada? Est-ce que notre état de droit nous empêche de lutter contre des gens sans foi de loi? Et comme le disent les magistrats mexicains, la France est-elle sur le point de devenir un narco-État? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que les magistrats mexicains n'exagèrent pas un peu? Écoutez, c'est difficile de vous dire ça parce que déjà, pourquoi les Mexicains viennent voir en France nous donner des leçons de morale? Mais laissez-moi caresser le dos rêve qu'on va peut-être y arriver un jour. Allez, bougez pas, on fait une petite pause. 0826 300 300. Aude vous attend au standard et on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h avec une émission assez exceptionnelle aujourd'hui. Françoise de Gois est avec nous, François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, et Philippe Bilger. Ça dépend ce que vous mettez dans exceptionnel en fait. Oui, je mets tout ce que je peux parce que là, je vous mets même Philippe David. Oh bah oui, là c'est logique. Vous êtes en deçà de la réalité. Allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, le coup de projecteur. J'arrive même pas à le dire. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'illustration d'un nouveau théâtre d'opérations illicites mis en place depuis quelques années. Après 2 heures de route sur des chemins perdus, nous sommes attendus par des hommes armés qui nous escortent jusqu'à leur chef. La France va-t-elle devenir comme le Mexique? Ce carrefour local devenu stratégique pour les trafiquants de drogue. Invisibles, des hommes nous observent pour voir si nous ne sommes pas suivis par la police ou un cartel rival.
Et une délégation de magistrats mexicains en visite à Paris sur le trafic de drogue en appelle à prendre des mesures fortes contre le narco-banditisme en France. Une note confidentielle de la police judiciaire révèle des similitudes entre les nouveaux criminels et les tueurs à gages des cartels latino-américains qui ont fait, je le rappelle, en 20 ans 450 000 morts. Parlons vrai. Alors, est-ce qu'à défaut de narco-État, la France n'a pas déjà des narco-quartiers? Est-ce qu'il faut des mesures beaucoup plus fortes, comme au Salvador, où le président Bukele a fait passer son pays de pays le plus dangereux du monde à deuxième pays le plus sûr des Amériques en 5 ans? Est-ce que notre état de droit nous empêche de lutter contre ces truands sans foi ni loi? Et à cette question, comme le disent les magistrats mexicains, la France est-elle sur le point de devenir un narco-État? Vous dites oui sur Twitter à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels, encore et toujours, au 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Philippe Bilger. Je lui posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu excessif? Non, je crois. En général, la France ne tient pas assez compte des exemples étrangers dans tous les domaines. Il y a des pays qui réussissent là où on échoue. Et par conséquent, si la visite des magistrats mexicains est destinée à nous donner des informations, des modes d'emploi, une volonté, des techniques pour mieux lutter contre le narcotrafic, je trouve que c'est très bien. Mais il ne faut pas croire qu'une visite suffira. Profondément, je crois, et qu'il faudrait, compte tenu de la nature particulière de ce narcotrafic et des délinquants qui le perpètrent, il faudrait accepter de modifier profondément notre état de droit. Notre état de droit n'est pas adapté à ces criminalités intenses, extrêmes, qui ne tiennent aucun compte de la vie et de l'intégrité d'autrui. Françoise, moi, je suis un peu gêné parce que vous connaissez, moi j'ai été en Colombie, qui est un pays qui se redresse. D'ailleurs, je vous invite à Medellín à aller suivre le parcours touristique qui vous amène à la maison de, comment il s'appelle, de notre immense Pablo Escobar. Voilà. Donc la Colombie se redresse. Les autorités colombiennes, quand vous en discutez avec elles, on dit à un moment donné, on considère qu'il y a une partie du trafic qu'on ne pourra jamais empêcher, et en fait, on gère tout autour. Je vois Rudy qui acquiesce, mais c'est ça. Avoir comme modèle le Mexique, quand même un pays démocratique mais corrompu au dernier degré. Avoir comme modèle le San Salvador. Je veux bien qu'on mette en exergue Bukele ce qu'il a fait. Bukele, je vous rappelle quand même que il a annulé, il a fait rentrer le pays dans un état d'exception en annulant l'état de droit, en foutant et en raflant 75 000 personnes. Alors c'est sûr qu'il n'y a plus de criminalité, mais comment peut-on comparer la situation du Salvador et même de la Colombie à l'époque de Escobar et des autres cartels d'ailleurs, de celui de Medellín, mais de Cali, le cartel de Cali, merci Philippe. Comment peut-on comparer ça avec la situation de la France? Je suis un peu gêné. Je pense qu'il y a des très grandes polices européennes qui travaillent très bien. Je pense aux Italiens. Est-ce qu'on a besoin des magistrats mexicains? Je suis pas sûr. François de Rugy. Oui, deux choses. D'abord, la question qui est posée et à laquelle nos auditeurs répondent massivement oui. Moi, je fais partie des 6% qui répondent non. Non, la France n'est pas un narco-État. Moi aussi, je suis avec vous. En train de devenir. Non, mais pas plus que ça. Moi, je suis comme François. Un petit peu le sens de la mesure et des réalités. Par ailleurs, le Mexique, c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis que c'est plutôt les autorités mexicaines qui devraient venir en France pour voir ce qu'on peut faire pour avoir un État qui fonctionne bien. Parce que moi, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps dans un journal sérieux qui disait que le procureur, la plus haute autorité judiciaire au Mexique, touchait $450 000 par mois pour donner des informations au cartel de la drogue. Donc je veux dire, on n'est pas du tout, heureusement, dans en effet ce niveau de corruption de non seulement certains élus, certains dirigeants politiques, mais de la fonction publique, de la police, de l'armée. Le fait qu'il y ait eu des affrontements avec des véritables armées privées qui sont financées par les trafiquants de drogue pour aller prendre d'assaut une prison, ce genre de choses. Donc il faut tout faire, évidemment, pour que la France ne dérive jamais dans un État comme cela. Ce qui, en revanche, doit nous préoccuper en France, ça c'est vrai, c'est que ce trafic de drogue, de cannabis, mais aussi de cocaïne prend de l'ampleur et qu'il génère des sommes d'argent de plus en plus importantes qui permettent de corrompre un certain nombre de fonctionnaires, y compris, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense le syndicaliste policier qui est avec nous, y compris des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de la douane, des gens qui travaillent dans les aéroports, des gens qui travaillent dans les ports.
ports. Les ports, c'est un lieu stratégique. Et ça, il faut tout faire pour lutter contre. Il y a même quelques maires qui sont actuellement pour l'une en procès et pour l'autre qui a fait de la détention provisoire. Donc tout ça doit être évidemment combattu avec la plus grande force, sachant quand même que dans tout ça, on oublie une chose, c'est que pour ce qui est du cannabis en tout cas, on est quand même très tolérant avec la consommation. Donc tant qu'on est très tolérant et qu'on ferme beaucoup les yeux sur la consommation, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui cherchent à en vendre. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police. Alors, merci d'être avec nous. Les chiffres qu'annonce le ministère de l'Intérieur sur l'opération Place Nette sont quand même très encourageants. Oui, complètement. Alors, plusieurs choses. D'abord, le Mexique qui vient nous donner un petit peu des leçons de morale. Bon, je ne crois pas que ça marche extrêmement bien au Mexique. Pardon de le dire à Paris, c'est comme si le PSG expliquait à l'Olympique de Marseille comment gagner la Ligue des Champions. Je voulais juste la placer, celle-là, Cécile. Excusez-moi. Je l'adore. Merci, Rudy. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut en prendre un autre? Pardon, Cécile, je voulais juste le faire et la placer parce que ça m'était sympathique. Comparaison n'est pas raison. Effectivement, que le Mexique vienne donner des leçons de morale, moi je suis pas trop d'accord. Par contre, effectivement, moi, en tant que syndicaliste policier, il y a 3-4 ans, j'avais employé ce terme de mexicanisation pour Marseille notamment, et on m'avait crié quasiment au scandale, le fasciste, l'extrême droite, sauf que nous, on y est dans la rue, et je ne parle pas de la situation mexicaine. Je disais juste qu'il y avait une mexicanisation. Quand je parlais de mexicanisation, c'est que quand vous allez dans les cités marseillaises... C'est quoi, c'est les modes opératoires? Oui, c'est les modes opératoires. Vous vous rendez compte qu'il y a une organisation, vous vous rendez compte qu'ils ont des équipes pour flinguer des mecs, vous vous rendez compte qu'il y a des équipes pour amener le stupéfiant, des équipes pour protéger la cité. Oui, c'est une industrie aujourd'hui. C'est une véritable industrie et c'est dans ce sens que je parlais de mexicanisation. On voit également que 49 règlements de compte quand même l'année dernière sur la simple ville de Marseille. Oui. Donc ces pratiques laissent penser qu'on arrive à des pratiques mexicaines, mais vous avez rappelé le chiffre tout à l'heure, Cécile, les 450 000 morts au Mexique. On n'y est pas du tout. On est à 300 morts en 2023. Exactement. Voilà, donc il faut toute proportion garder, dire la réalité des choses. Aujourd'hui, effectivement, on commence à être gagné par ce trafic de stupéfiants. Ces opérations Place Nette qu'a mis en place Gérald Darmanin, effectivement, ça a marché dans certains endroits. Sauf que ça a repoussé le problème dans d'autres endroits. Je vous parle de cités que je connais très très bien, la cité La Castellane, qui est extrêmement connue en France, la cité de Zidane. Aujourd'hui, c'est propre. C'est effectivement une place nette. Sauf que les trafiquants de stupes, ils sont allés ailleurs. Pourquoi ils sont allés ailleurs? Parce que ça rapporte 60 000 € par jour, un point de stupéfiant. Vous comprenez bien que cette manne financière, ils ont besoin de continuer à la garder. Donc, ils vont le faire ailleurs où ils vont gagner moins, mais ils vont chercher des solutions. Le Uber Sheet, notamment, le Uber Coq, qui s'est particulièrement développé. Donc, aujourd'hui, il faut attaquer plusieurs endroits, et je le parle, et je vais en parler devant le magistrat. Je pense que cette majorité pénale, il faut la mettre à 16 ans. Il faut arrêter de se poser les questions. J'ai entendu que Gabriel Attal, je vous le dis Philippe, je sais que vous l'appréciez un petit peu, là aujourd'hui Gabriel Attal, il a annoncé les comparutions immédiates pour les mineurs, on va en discuter pendant 6 mois. Nous on parle de choc d'autorité Alliance. Il a parlé de sursaut d'autorité. Mais ça c'est un saut de puce d'autorité. C'est-à-dire que ça va rien nous amener. Et vous le savez Philippe. C'est-à-dire que on va faire une comparution immédiate des mineurs, mais la majorité pénale, vous comprenez, on ne peut pas, l'excuse de minorité, on est obligé de la garder. Non, il y a des mineurs de 16-17 ans aujourd'hui qui commettent des actes atroces. Il faut être en capacité de les juger comme des majeurs. Et en toute conscience. Et en toute conscience, et de les sanctionner comme des majeurs. Ça sera déjà une première avancée, et pas commencer à dire les comparutions immédiates en gardant l'excuse de minorité, parce que ça ne fonctionnera pas. Philippe Bilger veut réagir. Je suis frappé de voir à quel point, tous les jours, la plupart des citoyens dénoncent le narcotrafic en France, le fait que dans de très nombreuses cités, on ne peut plus entrer sans montrer patte blanche, et pourtant, dès qu'on parle d'un pays qui nous envoie des magistrats qui ne sont peut-être pas corrompus, mais qui pourraient nous donner en effet des leçons, eh bien, on se récrie en disant, mais la France est un paradis par rapport au Mexique. Deuxième élément, je vous rejoins, Rudy, il faut absolument renforcer l'état de droit, donc l'alléger, et ce que je crains, c'est que même s'il devenait très performant, on aurait encore des magistrats qui trouveraient le moyen de l'affaiblir. Moi, je voudrais répondre à Philippe Bilger, parce que je fais partie des gens qui s'offusquent, et je fais partie, comme François de Rugy, des 6% qui considèrent qu'il faut arrêter ce genre de délire et de dramaturgie. Il faut ne jamais avoir mis un pied en Colombie, ne jamais avoir mis un pied au Mexique pour être capable de dire que nous sommes sur des
circonstances similaires. C'est Cécile qui rappelait 300 morts contre 500 000. 450 000. La Colombie, c'est un État entier. 500 000, c'est sur 20 ans et 300 000, c'est sur un an. C'est un État entier mis en couple réglé avec même Pablo Escobar qui envisage d'être candidat à la présidentielle. Donc moi je comprends pas ce que vous voulez dire en disant, moi j'entends ce que dit Rudy, pourquoi les magistrats mexicains, nous avons un savoir-faire. Enfin je rappelle qu'il y a un type qui était extraordinaire, qui a perdu la vie dans la lutte pour la French Connection à Marseille. Je rappelle qu'on a des flics incroyables à Marseille. Moi je les ai suivis dans une autre vie quand j'étais reporter. Les types qui rentrent dans les cités, on n'est quand même pas, moi j'ai pas envie de dresser ce tableau d'une... C'est très grave, mais ça n'est pas la Colombie. François, ce que je veux dire aussi, vous avez raison, mais aujourd'hui il faut se lever toutes ces barrières. On n'est plus, on ne peut plus lutter efficacement. Le paysage a changé. Oui, bien sûr, mais on ne peut plus lutter efficacement avec toutes ces règles, avec toutes ces difficultés que nous impose la justice française. Alors, je ne parle pas des magistrats, parce que ça évolue plutôt positivement, je le dis de manière très claire. Bien sûr, oui. Même si c'est compliqué avec certains. Du magistrat faut dire les choses. Mais il faut se lever toutes ces barrières. Il faut laisser les policiers travailler sereinement. Il faut laisser les policiers travailler en toute confiance. Et il faut qu'on travaille main dans la main avec la justice, parce que la justice à la police n'est rien et la police à la justice n'est rien non plus. Laisser travailler les policiers ou leur donner les moyens de travailler. Il faut leur donner bien évidemment les moyens. Les policiers, vous savez très bien qu'il y a eu un moment donné où votre syndicat n'a pas été blanc-bleu sur la question. Quand vous êtes en train de manifester sous les fenêtres de la ministre de la Justice, c'est pas la première fois, c'était déjà le cas de Christiane Taubira. Il faut arrêter. À l'époque, place devant. Mais non, mais vous savez que pour ça, Mitterrand, il a démis le préfet quand ils se sont amusés les gens à manifester place Vendôme. On fait pas ça. Mais ils avaient raison. Non, ils n'ont pas raison. Non, ils n'ont pas raison. Il faut respecter la justice de la même manière que la justice doit respecter la police. Alors je le dis de manière très claire, on respecte la justice. Mais vous savez, Françoise, quand on interpelle des individus, que vous faites un travail considérable. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Quand vous faites un travail considérable, vous savez, les enquêteurs de la police, il n'y en a plus aujourd'hui. Plus personne veut faire enquêteur de la police. Ils n'en peuvent plus. Les procédures sont insupportables. Elles sont lourdes. Il y a une bureaucratie gigantesque. On n'est plus des flics quand on est enquêteur. Tout le monde se barre. Tout le monde se barre des services d'enquête. La PJ n'arrive plus à recruter. On en est au point en France que la PJ n'arrive plus à recruter. Simplifions tout ça et arrêtons de dire, parce qu'il y a eu une réforme en 2021 qui a été montée qui a mis en place par Dupond-Moretti. Ça a fait progresser les choses, mais en fait la procédure pénale est de plus en plus lourde. Chaque fois qu'on veut la simplifier, j'ai l'impression qu'on l'alourdit. Je vous assure que c'est compliqué. Et pour ajouter autre chose, vous savez, effectivement, quand on poursuit ces trafiquants, on a parfois l'impression de jouer en deuxième division, nous les flics, contre une équipe qui joue en Ligue des Champions. Pourquoi? Ces mecs-là, ils sont structurés, ils ont du matos, ils ont des voitures, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Et nous, alors, il faut dire les choses. Depuis Darmanin, ça s'est amélioré. C'est mieux. Moi, je pense que déjà, je le dis en toute, vraiment, je le dis de manière très claire. Depuis Darmanin, ça s'est considérablement amélioré. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Et moi, je trouve que l'exemple italien, Philippe, je parle devant vous, l'exemple italien est excellent. Il faut qu'on arrive à cet exemple italien. Il faut qu'on leur saisisse immédiatement, qu'on récupère l'argent. Et s'ils sont relaxés, on leur rendra l'argent. Mais que dans 95% des cas, ils sont condamnés et on saisit l'argent. Les bagnoles, c'est pour ça que la police italienne a des Ferrari d'ailleurs. Merci beaucoup Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police, et ne partez pas puisque nous allons offrir un cadeau à Wendy qui est avec nous. Wendy qu'on a retrouvée de Béziers. Bonsoir Wendy. Bonsoir Wendy. Bonsoir. Wendy, tout le monde est là pour vous souhaiter du bonheur puisqu'on vous avez remporté ce très beau cadeau et vous avez remporté une lampe, une bubble lamp. Vous allez pouvoir la mettre au milieu de votre salon ou à l'extérieur si vous avez un jardin, comme ça elle pourra éclairer ce que vous mangez, ça c'est bien. Une petite radio pour aller dans la salle de bain, c'est une radio Tico. Une lampe backlight pour vous êtes dans les parkings et comme quelqu'un vous embête, bam, vous lui mettez la lampe dans les yeux. Et puis une batterie MagBank, et tout ça vous est offert par Sud Radio et par Lexon, et on est ravis de vous offrir ce joli cadeau Wendy. Merci Cécile et Philippe, et merci Epson. Je suis super ravie de vous avoir au téléphone. Je vous écoute tous les matins et tous les soirs, et surtout changez pas. Wendy, une question importante. Quelle est la météo au Cap d'Agde? Non, le soleil, 28 degrés. Merci. Totalement de pénétration.
Merci Wendy d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup François Degois. Merci beaucoup François Drugy. Merci beaucoup Rudy Manal d'avoir été avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police. Dans un instant, on sera très sérieux puisqu'on va parler emploi avec nos invités. Et c'est le groupe Bouygues qui sera avec nous. Bouygues Bâtiment France. Et puis une autre entreprise, ça s'appelle Equance. Il y a des postes à pourvoir, des choses très intéressantes. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout à l'heure.